c'est simplement une question de pognon. La gestion de la guerre en Ukraine suit un schéma similaire à celui du Covid. Dans les deux cas, la peur est instrumentalisée pour justifier des dépenses massives au profit d'entreprises spécifiques. C'est le même mode opératoire. Les amis, pour Emmanuel Macron, la Russie représente une menace directe pour toute l'Europe et d'après lui, celle-ci devrait se renforcer sur le plan militaire et augmenter son budget de guerre pour faire face à cette menace existentielle. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Qui peut croire le contraire? Qui peut le croire? Macron est totalement isolé dans son délire et à part ses médias de propagande, Internet s'est joyeusement foutu de sa gueule. Franchement, la situation est tellement absurde qu'elle mériterait une place dans un sketch. Je vais d'ailleurs vous montrer un extrait d'une comédie de Jamel que j'ai vu sur Internet qui illustre parfaitement le ridicule de la situation. Désolé, j'ai dû réduire l'écran pour éviter la réclamation de droits d'auteur. J'ai une très bonne idée. Aujourd'hui, on attaque la Russie. D'ailleurs, j'envoie un texto à Poutine tout de suite. Nique ta mère, Poutine. Voilà. Sans vouloir vous offenser, mon général, je crois que cette décision peut être lourde de conséquences. Général, Ouais, les Russes ils ont tué toute notre armée avec un missile sol-sol. toute notre armée, Toute notre armée avec un missile sol-sol. avec un seul missile. Sol-sol. C'est quoi ça la Russie là? C'est quoi ce pays là? C'est quoi cette armée? La Russie, c'est tout ça la Russie. Tout ça là? Tout ça là. Et nous on est où nous? Nous c'est quoi? C'est là. Ça là? Qui c'est? Qui a dit d'attaquer la Russie? Ce sketch illustre parfaitement le ridicule que m'inspire cette allocution d'Emmanuel Macron. Donc comme ça, Macron insinue que après l'Ukraine, Vladimir Poutine aurait l'intention de poursuivre une stratégie d'expansion militaire à plus grande échelle, visant potentiellement d'autres territoires européens. Mais qui ici croit vraiment que la Russie représente une menace existentielle pour l'Europe? Pour moi, ce sont purement et simplement des bêtises et de la manipulation. Une manipulation et une propagande que Philippe Devilliers démonte dans cette vidéo. Je demande aux gens qui nous regardent de réfléchir un peu, d'avoir de la distance par rapport à la parole présidentielle, parce que tout ça va nous coûter très cher. On va être ce qu'on appelle les dindons de la farce. En fait, quand on réfléchit bien, je dis on est à contre-temps. Pourquoi? Parce que nous, les Français, on a suivi les Américains quand ils étaient des va-t-en-guerre, et aujourd'hui, on quitte les Américains quand ils deviennent des va-t-en-paix. Bizarrement, quand vient le moment de faire la paix, quand vient le moment où les Américains que vous avez toujours suivis décident de faire la paix, bizarrement, c'est à ce moment-là que vous décidez d'augmenter les budgets militaires pour contrer potentiellement une menace imaginaire. Parce que nous, on est les derniers va-t-en-guerre de la planète. Je dis contre-temps, mais aussi contre-sens. C'est encore plus grave. Il est à contre-sens. Pourquoi? Parce qu'il a dit il y a une menace existentielle, c'est la Russie. Bon, alors moi je réponds ceci. Premièrement, la Russie n'est pas une menace existentielle. C'est d'ailleurs ce que les Américains ont compris. Pourquoi? Elle a pris en 3 ans 18% du territoire ukrainien. En fait, elle est épuisée. Elle n'a pas la capacité d'aller plus loin. Tous les militaires savent exactement de quoi ils retournent. Petite précision ici, le but de la Russie lors du déclenchement de ce conflit n'a jamais été d'envahir l'Ukraine et de prendre 100% du territoire ukrainien. L'objectif principal de la Russie était d'un, protéger les ressortissants russophones de l'Ukraine et deuxièmement, empêcher que l'Ukraine rejoigne l'OTAN parce que la Russie ne pouvait simplement pas se permettre d'autoriser l'Ukraine à rejoindre l'OTAN pour éviter que l'OTAN ne vienne implanter ses armes aux portes de la Russie. Donc il n'y a pas de risque majeur. Quand bien même elle voudrait aller jusqu'aux frontières françaises, aucun risque. Donc c'est un mensonge de faire peur aux gens, de faire peur aux Français. Mais ça va plus loin. Trump a compris en fait ce que voulait la Russie. La Russie, elle veut deux choses. La Russie, elle veut deux choses. Elle veut
qu'on tienne compte du fait que l'Ukraine, c'est pas un pays comme un autre. L'Ukraine, c'est un peuple slave qui est lié à l'histoire du peuple slave russe. On peut comprendre que Poutine ait dit à Trump, ça fait 30 ans, 40 ans que vous cherchez à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et pour moi, c'est un risque géostratégique majeur parce que je veux pas avoir des missiles braqués sur moi à 1 heure de Moscou. En fait, si on comprend ça, on comprend la cause de la guerre. Et donc, la promesse n'a pas été tenue, alors que Nicolas Sarkozy et même Angela Merkel avaient dit en 2008, attention, il faut pas faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, il faut que l'Ukraine ait un statut de neutralité, au sens de Kissinger, c'est-à-dire que l'Ukraine soit un pont entre la Russie et la partie occidentale de l'Europe. C'est parfaitement clair. Cette rhétorique belliqueuse de vote en guerre adoptée par Emmanuel Macron et sa copine de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, contraste fortement avec les efforts de Donald Trump qui, de son côté, est en train de s'atteler à chercher à obtenir un accord de paix entre Poutine et Zelensky. Ce décalage de vision et d'action illustre parfaitement pourquoi le président américain refuse depuis le début d'impliquer l'Union européenne dans cette discussion, estimant et à juste titre que les dirigeants européens ne sont pas réellement engagés en faveur d'une résolution pacifique de ce conflit. D'ailleurs, cette guerre dure depuis plus de 3 ans parce que l'Union européenne a refusé catégoriquement de s'asseoir à la table des négociations avec Poutine. Vous-même, à la place de Donald Trump, comment dealer avec des gens qui martèlent depuis le début de la guerre qu'elle ne peut se terminer que par une défaite militaire de la Russie, ignorant ainsi les réalités du terrain qui montrent clairement que la Russie ne peut pas perdre cette guerre? Absolument pas. Parce que la Russie en a fait une question de survie existentielle. Ce n'est simplement pas possible. Et donc, Trump a décidé de travailler avec les 2 seules parties qui comptent dans cette guerre, l'Ukraine et la Russie. Depuis le début de son mandat, il a clairement manifesté son intention d'arrêter cette guerre qu'il qualifie de folle, cette guerre insensée. Des millions d'Ukrainiens et de Russes ont été inutilement tués ou blessés dans ce conflit horrible et brutal. Aucune fin n'est en vue. Il est temps de mettre fin à cette folie. Il est temps d'arrêter les massacres. Il est temps de mettre fin à cette guerre insensée. Si l'on veut mettre fin aux guerres, il faut parler aux 2 parties. Terminé. Simple, clair et limpide. Maintenant, posons-nous les bonnes questions. Dans un contexte où les États-Unis sont favorables à la paix, pourquoi l'Union européenne s'obstine-t-elle à persister dans la guerre? L'Europe qui pourtant a toujours été alignée sur les positions américaines, pourquoi cette fois décide-t-elle d'aller à l'encontre de cette ligne plutôt que de simplement chercher à rejoindre la table des négociations afin de peser de tout son poids et de tenter de tirer son épingle du jeu? Mes amis, la réponse à cette question est très simple. C'est purement et simplement une question de pognon et rien d'autre. C'est une question d'argent. Vous avez sûrement entendu parler dans les médias ces derniers jours d'économie de guerre. C'est quoi l'économie des guerres? On a eu bien sûr le discours d'Emmanuel Macron face aux Français, qui était censé rassurer les Français. Bon, ça n'a pas vraiment rassuré. On peut dire que ça a créé plus de panique qu'autre chose. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'économie de guerre, ce terme qu'on entend tout le temps en ce moment? C'est ça qui est quand même dramatique parce que, bon, n'oublions pas déjà la situation de la France aujourd'hui, une situation qui est catastrophique. C'est-à-dire les faillites d'entreprises sont sur des sommets historiques. On est quasiment en récession. L'activité est en train de s'effondrer. Les indicateurs avancés montrent que la France, tenez-vous bien, est la lanterne rouge de l'économie mondiale. C'est quand même grave ce qui est en train de se passer. Et là, on nous sort, là, il faut passer en économie de guerre. Alors, c'est quoi une économie de guerre? Je vais vous donner la définition officielle, vous voyez, comme ça, on sera clair. C'est un type d'économie dans laquelle les besoins de la guerre sont satisfaits prioritairement, et tenez-vous bien, par prélèvement autoritaire. Prélèvement autoritaire, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire réquisition, livraison obligatoire et bien sûr impôts, inflation, voire ponction de l'épargne. Là, on joue un jeu extrêmement dangereux. C'est-à-dire que, encore une fois, j'espère qu'on va éviter ça. Moi, je prépare l'économie de paix, si vous voulez, ou alors la guerre économique, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait une économie plus dynamique. Mais là, on est en train d'entrer dans une situation très difficile. Et puis surtout, ne l'oublions pas, la France n'a pas les moyens. C'est-à-dire que nous sommes déjà surendettés, on a un dérapage des comptes publics, et là, on nous dit qu'on va augmenter la dépense publique
au moins 50 milliards d'euros, voire plus, juste pour la France. 800 milliards au niveau de la zone euro, de l'Union européenne, et 50 milliards au niveau de la France, uniquement sur les dépenses militaires. Ça veut dire qu'on pourrait passer à peu près 5% de notre PIB de dépenses militaires. Même pendant la guerre froide, on n'a pas connu ça. Donc, c'est-à-dire, et tout ça pour une réunion qui a mal tourné dans le bureau de la Maison-Blanche. Donc, c'est-à-dire que dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. C'est quand même un petit peu inquiétant. Et ça sent un petit peu la diversion, sachant qu'on a une situation économique qui est déjà dramatique. Et moi, je ne comprends pas, encore une fois, nos dirigeants. C'est une course en avant, en fait, parce que 3 400 milliards de dettes, plus... Alors, est-ce que vous percevez ce qui est en train de se dessiner à l'horizon? L'objectif final de tout ça serait prélévation de plus d'impôts et même éventuellement utiliser l'épargne du contribuable. Écoutez Éric Lombard, le ministre de l'économie français, qui explique la vision derrière le plan machiavélique qui se prépare. Nous souhaitons protéger les entreprises. Mais effectivement, les personnes qui ont une épargne importante, elles doivent contribuer à l'impôt et c'est sur quoi nous réfléchissons. Alors justement, à propos... Écoutez, ici on cible déjà l'épargne des Français. L'épargne qui en réalité est un bien privé sur lequel l'État n'a aucun droit. Écoutez bien. À propos de l'épargne, Emmanuel Macron disait qu'il n'excluait pas de lancer des produits d'épargne pour permettre aux Français de participer au financement de ces programmes de défense. De quoi est-ce qu'on parle précisément? Alors, c'est sur une base volontaire. Dans le financement dont on parle... Écoutez le mensonge. C'est sur une base volontaire. Plus haut, on vous a dit... L'économie de guerre, en situation d'économie de guerre, le prélèvement est obligatoire. Donc ça, c'est juste une entourloupe pour vous embrouiller. La réalité est qu'une fois qu'on passe en économie de guerre, le prélèvement devient obligatoire. On ne te demande pas ton avis. On vient, on prend. L'aide d'efforts publics, mais on souhaite aussi que les acteurs privés soient mobilisés. Les investisseurs, les compagnies d'assurance, les banques. Et avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, la semaine prochaine, nous réunissons à Bercy les investisseurs pour les mobiliser. Mais les particuliers qui nous écoutent, qui ont par exemple un livret A, un livret développement durable, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce type d'épargne puisse être un moment orienté vers les industries de défense ? Il y a deux sujets. Il y a d'abord l'épargne volontaire des Français. Quand vous achetez une SICAV chez votre conseiller financier, il peut y avoir, et je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus des fonds spécialisés dans la défense. Et ça, c'est le souhait des Français. Ensuite, vous parlez du livret A, dont j'avais la responsabilité auparavant quand j'étais directeur général de la Caisse des dépôts. Dans les fonds du livret A, il y a déjà des investissements dans des actions de sociétés françaises. Et certaines de ces sociétés françaises, je pense à Airbus par exemple, ont une part de l'activité dans la défense. L'idée de flécher une part plus importante me paraît pas indispensable, puisque, encore une fois, il y a beaucoup d'autres sources pour financer la défense nationale. La machine de propagande est mise en œuvre. Vous voyez à la télé un ministre de l'économie qui vient s'asseoir là et parle de manière tout à fait détendue, tout à fait relax, de la possibilité de prélever l'épargne des Français pour financer l'armement, pour combattre un ennemi imaginaire. À ce moment, vous comprenez exactement pourquoi Emmanuel Macron et son gouvernement ont besoin de désigner un ennemi extérieur qui voudrait menacer de manière existentielle la France et par extension l'Europe. Il cherche le prétexte, il cherche la raison pour laquelle il va imposer plus d'impôts, imposer plus de prélèvements, y compris l'épargne. Depuis le début du conflit en Ukraine en 2022, l'industrie de l'armement européenne a connu une expansion notable, stimulée par une augmentation des budgets de défense et une demande accrue en équipement militaire. Cette dynamique a conduit à une réorganisation industrielle visant à répondre aux besoins croissants des forces armées européennes et à soutenir l'Ukraine. Les pays européens ont significativement augmenté leur budget de défense pour renforcer leurs capacités militaires. On a par exemple la Pologne qui a annoncé en 2023 que son budget de défense atteindrait 4% de son PIB avec des commandes majeures auprès des États-Unis et de la Corée du Sud, incluant des chars, des avions de combat et des lance-roquettes multiples. Cette hausse des dépenses a conduit les entreprises de défense à accroître leur production. Rheinmetall, par exemple, le plus grand fabricant européen de munitions, a décidé de convertir 2 de ses usines automobiles en Allemagne pour produire du matériel de défense, anticipant sur une augmentation des dépenses militaires en Europe. Les entreprises européennes de défense ont bien évidemment bénéficié de cette augmentation des dépenses. BAE Systems, le plus grand fabricant d'armes britannique, a annoncé des bénéfices de 3 milliards de livres sterling l'année dernière seulement. C'est toujours le même schéma. Prélever chez le contribuable pour enrichir les grands industriels.
En conclusion, la guerre en Ukraine sert de catalyseur pour l'industrie de l'armement européenne, entraînant une augmentation des budgets de défense ci et là, une expansion de production et une réorganisation industrielle pour permettre aux acteurs du complexe militaro-industriel de maximiser leurs profits et de s'en mettre plein les poches. Voilà pourquoi il faut vous plonger dans l'économie de guerre. Voilà pourquoi Macron est obligé de faire peur à sa population pour les contraindre à mettre à disposition leur argent pour pouvoir financer cette industrie de l'armement. Comme je vous l'ai dit plus haut, c'est simplement une question de pognon. La gestion de la guerre en Ukraine suit un schéma similaire à celui du Covid. Dans les deux cas, la peur est instrumentalisée pour justifier des dépenses massives au profit d'entreprises spécifiques. C'est le même mode opératoire. Sous Ursula von der Leyen, l'Union européenne avait signé des contrats opaques avec Pfizer pour les vaccins, tout comme elle le fait aujourd'hui avec l'industrie d'armement. Elle a d'ailleurs annoncé une mobilisation de 800 milliards d'euros, dont l'origine des fonds reste floue, pour réarmer l'Europe. Tout cet argent qui sera bien sûr prélevé auprès des pays européens et toutes ces dépenses sont justifiées par la grande menace russe, avec un narratif selon lequel Poutine chercherait à envahir l'Europe. Le prétexte idéal. Dans ces conditions, l'urgence permet de contourner les contrôles démocratiques, imposant des mesures drastiques qui contraignent le contribuable à financer ses décisions sans aucune transparence, tandis que certaines entreprises sont en train d'engranger des profits colossaux, confirmant que ces crises sont exploitées à des fins purement et simplement économiques. La cerise sur le gâteau est que Macron se sert de cette guerre pour se mettre en scène et occuper la une des médias, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est en train de fonctionner. La preuve, depuis qu'il a fait son discours, tout le monde ne parle que de ça. Tout le monde ne parle que d'économie de guerre. Et ça permet à des ministres, comme le ministre de l'économie qu'on vient d'écouter, de venir sur des plateaux de télévision nous expliquer comment on va prélever l'épargne des Français pour financer la guerre contre un ennemi imaginaire, contre Poutine qui voudrait envahir la France et l'Europe. Emmanuel Macron, qui est confronté à une popularité en chute libre, tente d'exploiter la guerre en Ukraine pour redorer son image et détourner l'attention des crises internes qui affaiblissent son mandat. En jouant sur la peur d'une expansion russe et en se posant en défenseur de l'Europe forte et autonome, il cherche à rallier l'opinion publique autour de lui en utilisant l'effet drapeau, une stratégie politique classique et bien connue où un dirigeant mise sur un contexte de menace extérieure pour renforcer son autorité. Mais fort heureusement, malgré ses discours alarmistes et ses appels à une militarisation accrue de l'Europe, son approche peine à convaincre tant sa gestion intérieure controversée continue de nourrir un rejet massif auprès de la population. Les gens ne sont plus dupes. Son insistance à prolonger le soutien militaire à l'Ukraine au lieu de favoriser des solutions diplomatiques est perçue non pas comme un réel engagement pour la paix, mais comme une manœuvre politique visant à préserver son pouvoir face à une contestation grandissante. Les gens ne sont plus dupes. Et d'ailleurs même, tout le monde sait que l'Europe seule ne peut absolument rien contre la Russie sans l'intervention des États-Unis. Macron lui-même sait que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est un gros théâtre. L'architecture générale de la défense européenne est américaine. Les moyens de planification, les moyens de commandement, les moyens de frappe dans la profondeur, les moyens de renseignement, les moyens de transmission. Il faut bien voir que les forces européennes aujourd'hui, c'est comme des moyens qu'on plug sur une architecture générale américaine. Et que si demain, nous devions faire la guerre ensemble, eh bien nous serions juste incapables de le faire. Nous n'avons pas de moyens de transport stratégique, nous n'avons pas de moyens de refueling qui nous permettent de conduire une bataille aérienne longtemps. Bien sûr, nous n'avons pas assez de chars et d'avions. Mais ça n'est pas le problème principal. Aujourd'hui, nous sommes incapables de nous battre sans les Américains. Voilà les amis, nous sommes parvenus au terme de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que, selon vous, la Russie de Poutine constitue une menace existentielle pour l'Europe? Partagez vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.